Ça se connecte petit à petit, c'est parfait. Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui viennent de se connecter. Bienvenue au webinaire organisé par le pôle éco-conception et Oxymore autour d'un retour d'expérience de l'entreprise Noval. On attend encore quelques minutes, le temps que tout le monde se connecte. On va démarrer autour de 11h05 si ça vous va. Ok, bah si c'est bon pour vous, on va commencer. Du coup, je vais me répéter, mais c'est tout qui était peut-être pas là au début. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue du coup à ce webinaire spécial retour d'expérience autour de l'éco-conception. Donc, avant de commencer à vous présenter un petit peu le contexte, qui nous sommes, et après laisser la parole évidemment à Florence pour qu'elle puisse partager son expérience autour de l'éco-conception et comment Noval en a fait un atout. Peut-être je préviens, du coup, c'est un webinaire qui est enregistré. Ça permettra du coup à ceux qui n'ont pas pu être présents avec nous ce matin de pouvoir le regarder en replay. Vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de cette première partie dans la conversation. Donc Marie vous a fait un petit message, ma collègue Marie vous a fait un petit message pour vous indiquer où vous pouvez poser vos questions. Et à la fin du témoignage de Florence, vous avez aussi la possibilité potentiellement de débloquer vos micros et de poser une question à l'oral. Donc on le fera en dernier temps pour qu'on puisse du coup dérouler les quelques slides qu'on vous a prévus. Voilà pour les petits rappels. N'hésitez pas à couper vos micros si ce n'est pas le cas. Normalement, c'est automatiquement fait. Ça sera plus facile pour tout le monde. Et si jamais vous voulez enlever vos caméras, n'hésitez pas aussi. Vous pourrez les remettre aussi à la fin. N'hésitez pas. Donc c'est parti pour ce webinaire autour du retour d'expérience de l'entreprise Noval. Mais avant qu'on laisse la parole à Florence et pour qu'elle puisse du coup vous partager ce qui s'est passé pour Noval sur 2024, je vais peut-être faire un rappel du coup du contexte. Donc c'est un webinaire qui est organisé dans le cadre du programme Oxymore, on en reparlera, qui est un programme autour de l'éco-conception spécialement en région Occitanie. Et ce programme Oxymore, il est porté par le pôle éco-conception. Donc, le pôle éco-conception, nous sommes... Je mets juste ma petite... Excusez-moi, je vous mets juste sur le petit côté. Hop, pour vous voir et en même temps faire mes slides. Donc le pôle éco-conception, qui nous sommes aujourd'hui? Donc nous sommes le Centre français d'expertise, de compétences et de connaissances sur l'éco-conception. Donc vraiment, nous, notre cœur de métier, c'est d'accompagner les entreprises de tout secteur et de toute taille à la démarche d'éco-conception. Donc on a vraiment pour ambition, nous, de garantir des produits, des services, des systèmes et des modèles d'affaires et organisations plus respectueux de l'environnement. Le pôle éco-conception a été créé en 2008 et depuis, du coup, on a diverses missions autour de ce sujet passionnant qui est l'éco-conception. On a notamment deux grands domaines d'activité aujourd'hui. Donc, on a des missions dites d'intérêt général qui sont portées par l'association du pôle éco-conception. On est notamment en partie financé par l'ADEME pour porter ces missions d'intérêt général. Quand on parle de missions d'intérêt général, on a notamment trois grandes ambitions. La première, c'est de diffuser ce qu'on appelle les principes de l'éco-conception à travers de la sensibilisation, à travers typiquement un webinaire comme aujourd'hui. Donc le but, c'est vraiment de diffuser au plus grand nombre qu'est-ce que l'éco-conception et de donner envie de s'engager dans cette démarche. C'est des choses qu'on fait avec des partenariats, des acteurs publics, des acteurs privés, vraiment pour but de massifier cette diffusion. On a également toute une part d'action autour du soutien au niveau régional des initiatives, avec notamment des programmes en région, dont notamment le programme Oxymore en Occitanie. Mais je vous présenterai une petite carte pour que vous puissiez voir où nous sommes présents sur le territoire français. On est également en soutien de projets nationaux et européens, notamment à travers des travaux autour des normes. Donc on préside le groupe de travail autour de la norme française, autour de l'éco-conception, et on travaille au niveau européen sur ces sujets-là. Donc on a toute cette partie-là. Et en dernier, on est également centre de ressources. Donc aujourd'hui, on va réaliser de la veille, des études, on va développer différents supports sur le sujet de l'éco-conception. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site internet. Vous avez accès à pas mal de documents. Et évidemment, si vous êtes adhérent, vous aurez accès à des supports supplémentaires.
Donc ça, c'est la partie vraiment mission d'intérêt général. Et on a également toute une partie de prestations de services qui sont portées du coup par notre filiale. Aujourd'hui, cette partie prestations de services, on a notamment de la formation. Donc on est centre de formation certifié Calliope et on accompagne tous les projets de formation autour de l'éco-conception, que ce soit les débuts, on va dire, les prémices de l'éco-conception, mais ça peut être également de la CV, ça peut être également formé à la CV, formé à la démarche. Donc on a toute cette partie formation. On accompagne également toutes les entreprises de toute taille à leur projet d'éco-conception. Donc, en fonction de vos projets, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse voir comment on peut vous accompagner. Et on a aussi toute une partie analyse et vérification. Donc, en tant qu'acteur de l'éco-conception, on fait des ACV, mais on fait également de la revue critique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de revue critique sur vos analyses de cycle de vie. Donc voilà pour vous présenter vraiment rapidement les activités du pôle éco-conception. Donc vraiment sur ces deux parties, mission d'intérêt général et prestations de services. Et du coup, sur une carte à l'échelle du territoire français, on est aujourd'hui, donc notre siège est situé à Saint-Étienne et une partie de nos équipes sont à Lyon. Donc on a une forte présence en Auvergne-Rhône-Alpes pour ceux qui seraient sur ce territoire présents aujourd'hui avec nous. Mais on a également des programmes en région, donc comme je vous le disais, en Occitanie. Donc aujourd'hui, moi je suis basée à Toulouse et je rayonne en Occitanie. Et j'ai ma collègue Marie qui est également présente avec moi sur ce webinaire, qui est également co-animatrice du programme Oxymore. Donc on va vous en parler juste après. Et on a également une personne qui est basée en Normandie, à Caen, et qui du coup travaille aussi sur cette partie de diffusion et d'accompagnement des entreprises sur le territoire de Normandie. Du coup, pour vous parler un petit peu plus d'Oxymore, et donc pour ceux qui peut-être seraient sur le territoire occitan et qui ne connaissent pas encore, c'est un programme qui existe maintenant depuis 5 à 6 ans. C'est un programme qui est financé par l'ADEME Occitanie, par la région Occitanie et par l'éco-organisme Valdélia, et qui a vraiment pour objectif de diffuser l'éco-conception sur le territoire auprès des TPE et PME. Et c'est vraiment dans ce cadre-là que du coup l'entreprise Noval a pu du coup commencer à travailler sur l'éco-conception et c'est dans ce cadre-là que nous l'avons accompagné. Donc je laisserai la parole tout à l'heure à Florence pour présenter Noval, se présenter, mais également expliquer un petit peu ce qui a été fait dans le cadre de ce programme Oxymore. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on a trois grands panels d'action. Toute une partie toujours de sensibilisation. On a vraiment cet objectif d'aller informer. Donc ce webinaire est fait dans ce cadre-là. On a également des ateliers typiquement pour connaître la démarche d'éco-conception. Donc je vous présenterai un petit programme sur le premier semestre 2025, notamment des futurs ateliers, si ça vous intéresse. On a toute une partie accompagnement, donc c'est comment on accompagne les entreprises à mettre en place cette démarche d'éco-conception. Et c'est donc dans ce cadre-là, comme je vous le disais, que Noval a pu faire un premier diagnostic avec nous pour pouvoir enclencher la démarche au sein de son entreprise. Et on a également un parti aller plus loin. Donc ça, c'est évidemment quand les entreprises sont accompagnées, on essaye d'être un soutien au maximum pour trouver des financements, pour trouver de l'aide dans la mise en place des actions d'éco-conception. Donc ça, c'est vraiment nos trois grandes actions au sein du programme Oxymore, qui est un programme en région Occitanie. Un petit programme, si ça vous intéresse, on a un programme pour le premier semestre 2025 en Occitanie avec différents temps de sensibilisation, des webinaires comme aujourd'hui, des ateliers de 2 heures autour de la démarche d'éco-conception, des sensibilisations plus courtes autour de l'économie circulaire avec d'autres acteurs du territoire comme TREFC autour de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération ou encore l'écologie industrielle et territoriale. Donc un beau programme pour le premier semestre 2025. Bon, si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à le prendre en photo. Et de toute façon, on vous fera suivre quelques supports à la suite de ce webinaire. Pour finir, qui je suis et qui nous sommes, parce que Marie est à côté de moi. On est donc aujourd'hui deux animatrices du programme Oxymore. Je suis Cécile Picolet et je suis aujourd'hui chef de projet en éco-conception et co-animatrice du programme Oxymore. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions sur le sujet. Et j'ai ma collègue Marie qui est à côté de moi.
Je vais tourner pour qu'il te voit en même temps. J'ai mis ma caméra aussi. Bonjour à tous. En effet, Marie-Christelle, chef de projet également au sein du pôle éco-conception et co-animatrice avec Cécile du programme Oxymore. On est toutes les deux du coup basées sur le territoire et à votre disposition pour initier et faire avancer vos projets d'éco-conception, comme ça a été le cas avec Noval. Super, donc après toutes ces présentations et ces différents éléments sur le pôle et sur le programme et le contexte dans lequel Noval a pu travailler l'éco-conception, on a beaucoup utilisé ce mot, on aime bien faire un petit rappel de 5 minutes. Le but, c'est de pas vous faire un webinaire sur l'éco-conception, mais qu'on pose les bases et qu'on soit bien tous en phase sur ce que c'est que l'éco-conception. Donc du coup, quoi de mieux que de reprendre la définition issue de la norme ISO 14006. Alors elle est un peu lourde, le but c'est pas que vous la preniez par cœur, c'est plutôt de repartir sur qu'est-ce que l'éco-conception? C'est une méthodologie, c'est une démarche qui va vous permettre de prendre en considération ce qu'on appelle les aspects environnementaux lorsque l'on va concevoir ou développer un produit. Et évidemment, la finalité de l'éco-conception, c'est bien de réduire ces impacts environnementaux négatifs sur ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit ou d'un service. Donc du coup, aujourd'hui, quand on parle d'éco-conception, on parle de 5 principes de l'éco-conception. On va avoir donc tout d'abord une approche produit-service. Donc on va faire de l'éco-conception en grande majorité sur un produit ou un service. Cette éco-conception, elle va se faire sur ce qu'on appelle le cycle de vie du produit. On va avoir cette réflexion sur chaque étape de vie du produit ou du service. Donc un cycle de vie, c'est quoi? C'est les matières premières qui vont constituer le produit, les processus de fabrication qui vont permettre de transformer ces matières premières en éléments pour le produit. On va avoir toute une phase de logistique, puis une phase d'usage et une phase de fin de vie. C'est vraiment un des principes de l'éco-conception. C'est vraiment cette notion, cette réflexion, cycle de vie. En éco-conception, on va toujours évaluer et réduire les impacts avec un S. On est vraiment sur une vision multicritère. On va regarder différents aspects environnementaux et différents indicateurs pour avoir une vision bien plus globale de l'impact sur l'environnement. Cette vision cycle de vie et multicritère va nous permettre d'être très vigilants sur ce qu'on appelle les transferts d'impact. Et cette démarche, elle se fait toujours dans une approche de compromis. Et je pense que Florence pourra témoigner de cette notion de compromis. Qu'est-ce qu'on met en place par rapport au contexte dans lequel on se situe, par rapport peut-être aux freins niveau coût, etc. Donc c'est vraiment une approche de compromis quand on fait de l'éco-conception. Et peut-être un dernier point avant de laisser la parole à Florence sur cette partie vraiment théorie de l'éco-conception. On vous l'a dit, c'est une démarche. Cette démarche, elle est constituée de 6 étapes que vous voyez sur les slides que je vous présente. Vous pouvez retrouver ce schéma sur notre site internet au niveau du pôle éco-conception. Mais très rapidement, une démarche d'éco-conception va toujours démarrer par un cadrage dans lequel on va identifier notamment le contexte de l'entreprise. On va choisir le produit sur lequel on veut travailler. On va passer ensuite par une phase d'évaluation environnementale. C'est là où on peut retrouver notamment ce qu'on appelle de l'ACV, de l'analyse de cycle de vie. C'est un des outils, mais pas le seul, qui permet de faire cette phase d'évaluation. Une fois qu'on a évalué et qu'on sait où sont nos impacts, on va faire ce qu'on appelle de la recherche de pistes d'éco-conception, toujours dans un but de réduire l'impact du produit. Une fois qu'on a fait ces pistes, il va falloir décider concrètement lesquelles on va mettre en œuvre. Et c'est là où on va trouver cette notion de compromis. Une fois qu'on a fait notre choix, on va vérifier que les décisions prises sont bien dans un sens de réduction d'impact. Et donc là, on va vérifier ce qu'on appelle le transfert d'impact. Et pour finir, on va communiquer pour pouvoir valoriser le travail qui a été fait sur cette partie éco-conception. Voilà, le but, c'était vraiment de vous faire un rappel très bref de l'éco-conception. Évidemment, si c'est des choses que vous n'êtes pas encore très à l'aise, n'hésitez pas à nous contacter. On a également des supports sur le site internet du pôle. On vous mettra tout ça dans un mail à la suite de ce webinaire. Et du coup, je vais passer la main à Florence, pour faire finalement tout l'intérêt de ce webinaire, c'est d'avoir un retour d'expérience d'une entreprise qui s'est lancée et qui a fait de l'éco-conception un atout stratégique. Du coup, peut-être pour introduire Noval, et je vais laisser Florence prendre la main, mais du coup, on a la chance d'avoir Florence avec nous pour cette heure. Florence est responsable d'amélioration continue et RSE au sein de Noval. Noval étant une entreprise du territoire occitan et qui est notamment créateur de mouvements. Donc Florence, je vous laisse la main. Je vais arrêter mon partage d'écran et vous laisser partager vos slides. Oui,
Bonjour à tous. Donc, merci Cécile et Marie pour ce démarrage qui va bien préparer ce que je vais présenter maintenant, puisqu'il s'agit du travail que nous avons fait, en l'occurrence avec Cécile. Et donc, je vais partager tout de suite avec vous ma présentation. On voit l'écran, Florence. Très bien, je vous la mets dans un mode d'affichage plus adapté. Voilà, on va même enlever les notes. Voilà. Donc, je vais présenter Noval et me présenter aussi. Après, on rentrera un petit peu plus dans le vif du sujet. Donc, moi, je suis effectivement d'abord responsable d'amélioration continue sur la prise de poste chez Noval. Et puis, en 2022, on va dire début 2022, les dirigeants de Noval ont souhaité finalement se lancer dans la RSE de façon plus officielle, hein, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant, mais pouvoir avoir une démarche officielle de RSE, pouvoir le communiquer aussi, pouvoir avancer sur ce sujet-là, etc. Et donc, j'ai pris aussi le poste de responsable RSE, je dirais, courant 2022, ce qui nous amène effectivement maintenant à avoir un peu de recul et avoir fait, après des formations, après avoir fait notre feuille de route RSE, hein, qui participe de la stratégie de Noval. Et dans cette feuille de route, il y a un sujet qui est l'éco-conception, qui est un des points sur les 7 points de la feuille de route. Pourquoi? Parce que, notamment, nous sommes concepteurs, donc cela fait sens. Donc, présentation de Noval rapidement. Donc, c'est une PME qui est située sur Hauterive, la commune d'Hauterive. Pour ceux qui ne visualisent pas, c'est sur la route de Toulouse vers les Pyrénées, direction Foix ou Landor. Donc, on est situé dans une zone d'activité industrielle à l'entrée d'Hauterive. Nous sommes, vous voyez ici les locaux, hein, donc nous sommes propriétaires de nos locaux. Vous devinez, ici on a une première partie qui est un peu plus ancienne et un agrandissement qui s'est fait en 2019, sur lesquels j'en profite pour signaler, vous visualisez les panneaux solaires de la centrale photovoltaïque en toiture, ce qui n'a rien à voir avec l'éco-conception, mais ce qui fait du bien quand même. Donc, si je vous explique un petit peu le métier de Noval, on est concepteur et on fait aussi l'assemblage final sur site des produits que l'on fabrique et que l'on vend. Alors, de quels produits parle-t-on? On a l'habitude de se présenter sous 3 secteurs d'activité clients différents. Le secteur street automation, donc tout ce qui est mobilier urbain. En fait, il y a un premier produit qui a créé Noval, c'est le dérouleur publicitaire automatique que vous voyez souvent dans les rues, notamment dans les grandes métropoles, des publicités qui déroulent soit dans les abribus, soit directement seulement dans des rouleurs publicitaires tout seuls. Et puis, donc, nous, on est spécialiste de la mécatronique. La mécatronique, c'est quoi? C'est à la fois de la mécanique et de l'électronique, puisque, en gros, ce qui nous caractérise beaucoup, c'est le mouvement. On a des produits qui sont pilotés par des moteurs, donc qui vont être en mouvement. Il y a des choses qui vont tourner, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui vont se verrouiller, il y a des choses qui vont, etc. Et pour pouvoir faire bouger ces moteurs qui vont eux-mêmes bouger de la mécanique, on doit avoir de l'électronique et du pilotage derrière. Donc, c'est bien un assemblage de plusieurs métiers et cela nous permet de concevoir des produits extrêmement variés. Sur cette ligne, après le dérouleur publicitaire, vous voyez une station vélo libre-service. Donc, nous ne faisons pas les vélos, mais nous faisons différents styles de stations vélo libre-service qui ont en fait un petit moteur caché dedans pour venir verrouiller, déverrouiller le vélo en termes de si on a payé, pas payé. Et puis, on fait toute la mécanique qui va autour, le potelet, la fixation, etc. Donc, ça, c'est un modèle. On en a beaucoup d'autres.
enfin plusieurs autres qui ont été vendus déjà dans beaucoup de métropoles étrangères via le réseau Clear Channel. On fait aussi, pas les abribus complets, mais tout un tas d'équipements autour de l'abribus. Là aussi, ça a beaucoup été Clear Channel ou JC Deco, hein, des gens qui équipent les rues les rues des villes. Donc, on fait de l'éclairage à détection, on fait du solaire sur les toits des abribus pour gérer l'énergie. On fait des kits de sobriété énergétique qui permettent aux exploitants de venir éteindre ou allumer les matériels et les éclairages à distance pour suivre la loi de sobriété énergétique qui a été votée l'année dernière, par exemple. Ça, c'est la vision équipement urbain. Une autre activité de Noval consiste à ce qu'on appelle le home automation, donc tout ce qui tourne autour du bâtiment et également de la piscine. Le produit que vous voyez là en dessin sur la première image, c'est un brise-soleil relevable qui fonctionne bien en ce moment. On a beaucoup de clients qui sont intéressés, aussi bien particuliers, mais surtout des écoles, des groupes scolaires, des bureaux, du tertiaire. Qui viennent chercher ce brise-soleil relevable et motorisé, parce que quand il s'agit d'ouvrir ou de fermer un bâtiment tertiaire avec, par exemple, le conseil général, avec énormément de volets en même temps, on souhaite les piloter groupés et de façon motorisée. Donc, c'est quelque chose qui permet de gérer l'apport solaire. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant. Ça fait une forme de casquette l'été, mais vous pouvez quand même ouvrir vos portes et circuler. Ça protège directement. Et puis, l'hiver, si vous le laissez comme ça, le soleil rentre quand même parce qu'il est en position basse. Et vous pouvez tout à fait le refermer complètement. La deuxième image, c'est l'aéroport à La Réunion, où on devine en hauteur tout un tas de vitres que vous voyez un petit peu par morceaux, horizontaux, comme des lames. Et en fait, effectivement, ce sont des lames de vitres qu'on appelle là-bas des jalousies, qui sont pilotables par moteur et qui gèrent toute l'aération du bâtiment, en fait. La totalité du bâtiment est couvert comme ça. C'est un bâtiment qui est éco-conçu, au moins au niveau de la climatisation et de l'air, donc qui a pour objectif de justement pas climatiser le moins possible et de gérer la ventilation de cet aérogare. Et la troisième image que vous voyez, c'est un abri de piscine. Nous ne faisons ni la piscine dans ce cadre-là, ni l'abri lui-même, mais par contre, là c'est plus une fonction de confort et de conservation de la chaleur dans la piscine. On fait la motorisation, en fait, qui vient permettre d'aider à la fermeture et à l'ouverture, étant donné que ce sont des produits qui sont relativement lourds. Voilà, il y a d'autres produits dans cette BUO, mais enfin, vous avez quand même déjà une idée. Et enfin, je présente l'activité qui est plutôt nautique, marine, où on est équipementier pour les chantiers navals. Donc, on fait sur l'image, vous avez là en premier, sur le petit dessin, et puis sur la deuxième image, vous avez les plateformes arrière de bateaux, qui sont des plateformes souvent électriques, parfois hydrauliques selon la taille. Et qui permettent de faire un accès à l'eau par l'arrière, une petite plage de baignade, etc., et qui sont effectivement motorisés pour venir se ranger en mode navigation. La première photo que vous voyez, c'est une porte coulissante d'accès au cockpit et à la zone de vie intérieure. Donc, ce sont des portes étanches. Là, on fait toute la structure mécanique et elle vient s'ouvrir et se redécaler sur le côté pour accéder. Et enfin, la dernière image, vous voyez sur cette table, dessous, vous avez deux pieds qui sont télescopiques. Et en fait, dans le bateau, c'est un peu comme dans les camping-cars, on cherche souvent à optimiser l'espace et l'usage. Donc, en fait, ces pieds vont transformer la table de repas en table basse, voire en couchette selon l'équipement du bateau ensuite. Et ce sont des pieds qui sont motorisés, électriques et qui sont synchronisés. Voilà. Donc, il y a beaucoup de produits différents dans le bateau. On s'adapte à la demande du constructeur naval et au modèle du bateau à chaque fois. Voilà. Donc, ça vous donne un aperçu de l'immense variabilité, on va dire, des produits que Noval conçoit et assemble ici à Haute-Rive.
mais tous basés sur donc de la mécanique, du moteur de mise en mouvement, de l'électronique de pilotage. N'hésitez pas à poser vos questions, hein. On a décidé d'y répondre plutôt dans un second temps pour pas trop hacher la présentation, mais n'hésitez pas, je compléterai, hein. Ensuite, qu'est-ce qui a fait que Noval a démarré l'éco-conception? Donc, comme je vous le disais, on est d'abord concepteur, et puis on a un métier d'acheteur industriel, puisqu'effectivement, vous allez le voir, vous le voyez sur l'image, ça c'est l'image d'un bout de notre atelier. Nous sommes assembleurs final, mais nous ne sommes pas fabricants de pièces métal, nous ne sommes pas fabricants de moteurs, nous ne sommes pas fabricants d'électronique. Donc on s'appuie sur un réseau industriel de partenaires et de sous-traitants et de fournisseurs qui fabriquent les sous-éléments selon nos plans, dans l'immense majorité des cas, ou sur étagère pour un moteur où on va venir acheter quelque chose, mais on conçoit notre électronique, on conçoit nos pièces mécaniques. Et donc, on a ce métier d'acheteur industriel, et ensuite on assemble à haute rive. Notre modèle d'affaires, si on doit parler RSE, c'est un modèle d'affaires qui est plutôt extractif si on le regarde, puisqu'on est basé sur la vente d'équipements matériels et que on n'a pas forcément à ce jour une vision très claire de la partie qui pourrait être déjà recyclée en amont ou de la partie qui va être recyclée en aval. Donc, on a sûrement beaucoup de neuf, hein, dans nos équipements, et donc on a conscience à travers ça d'avoir un impact, hein, c'est cette prise de conscience RSE aussi, on a un impact fort, puisqu'on vend du matériel, on a un impact notamment sur les ressources minérales et métalliques, et sur le réchauffement climatique, bien sûr, comme tout le monde. Voilà. Donc, c'est la rencontre de ce métier et de la nouvelle démarche RSE qui fait que nous sommes venus à l'éco-conception. La timeline, en quelque sorte, je vous ai parlé de novembre 2022, création du poste RSE, début de structuration de la démarche. En septembre 2023, on était formés à ce que c'est que la RSE de façon officielle. En novembre 2023, nous avons eu avec Cécile le premier résultat d'analyse du cycle de vie sur le premier produit que nous avons décidé d'éco-concevoir. Et donc, pour nous, c'était la découverte, hein. La découverte, on n'avait jamais évaluer l'impact d'un produit sur le réchauffement climatique, sur l'eutrophisation des eaux, sur un certain nombre de pollutions, etc. Et donc, c'est grâce à cette première ACV dans le cadre du programme Oxymore et avec Cécile Picolet que nous avons pu ouvrir les yeux sur cette réalité-là. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On a continué avec le COMEX, donc, qui est l'organe de pilotage, un comité exécutif de Noval, à analyser un petit peu nos impacts. Donc là, c'est plus la démarche RSE plus large, mais les bribes d'éco-conception, enfin, ce sujet éco-conception nous a aussi alimenté, hein, pour ouvrir les yeux sur nos impacts et réfléchir sur nos risques, nos opportunités, nos enjeux, voilà, toute la démarche RSE globale. Donc l'un a alimenté l'autre et l'autre a alimenté l'un. Et puis en juillet 2024, on a pu adopter notre première stratégie RSE officielle. Ensuite, l'étincelle sur ce produit-là et ce moment-là, comment s'était-elle produite? On avait un nouveau client qui est venu nous voir en sachant qu'on faisait de la mécatronique, qui voyait qu'on faisait déjà bouger des choses dans le bâtiment, notamment des volets, des portes coulissantes ou des choses comme ça, et qui voulait optimiser, qui voulait proposer un produit qui optimise l'apport solaire, parce que lui aussi a compris que c'était une forte demande aujourd'hui dans la construction. Et donc, il est venu nous chercher pour faire la motorisation d'un volet spécifique. En fait, il s'agit d'un volet battant ou coulissant à lame orientable, et il s'agit de motoriser les lames orientables pour suivre les périodes de soleil ou au contraire de nuit, pour optimiser l'apport solaire en fonction des périodes. L'autre point de l'étincelle, hein, c'est que au-delà de l'opportunité, on a eu aussi le financement, hein. C'est très important pour nous en tant que PME. Je n'ai pas précisé, Noval, nous sommes actuellement 53 employés. Donc on est encore carrément dans la case PME, plus P que M.
Et donc, le financement via le programme Oxymore a vraiment été quelque chose d'important pour nous décider, en fait, hein, à faire le plongeon. Donc, je rappelle ici les partenaires, effectivement, de ce programme Oxymore, où le reste à charge était tout à fait acceptable pour nous, hein, puisque c'était une très grosse majorité prise en charge et une minorité en reste à charge. Donc, plongeons un petit peu dans les résultats, donc cette prise de conscience de nos impacts environnementaux. Nous, on était vraiment un petit peu naïfs ou benets, je dirais, sur ce sujet, puisqu'on n'avait jamais rien démarré. Donc, on pouvait avoir des sensations, mais en fait, que valaient-elles? On ne savait pas trop. On a donc laissé le pôle éco-conception nous accompagner, y compris sur les critères qu'on allait regarder. Donc, on a Cécile, connaissant et ayant quand même beaucoup d'expérience et ayant accompagné aussi d'autres projets de l'industrie et en connaissance du produit, hein, des grosses masses du produit, Cécile a choisi les critères qui allaient être regardés dans cette analyse. Il y en a eu 5 de choisis, dont l'eutrophisation des eaux, dont les gaz à effet de serre, etc. Donc, Cécile pourra éventuellement détailler, mais je crois que j'ai une slide qui montre un peu des éléments. Et puis, voilà, les voilà tout simplement, ça y est, ils s'affichent un petit peu avec un effet retard chez moi. Appauvrissement de la couche d'ozone, utilisation des ressources minérales et métalliques, changement climatique, eutrophisation des eaux douces, formation d'ozone photochimique. Voilà. Faut savoir que tous les critères du monde ne sont pas disponibles, hein. C'est vrai qu'on avait vu avec Cécile que, par exemple, le critère biodiversité est difficile à quantifier aujourd'hui et ça manque un petit peu de données. Mais en tout cas, nous, on savait pas trop où aller. Et puis, bon, ben là, il s'avère que on a découvert au résultat que notre impact sur l'utilisation des ressources minérales et métalliques était vraiment très fort. Sur ce produit-là, en rapport avec les autres critères. C'est un critère qui est chiffré en équivalent rareté du minéral antimoine. Donc, on n'avait pas conscience, qu'on parle beaucoup de changement climatique partout, on n'avait pas forcément conscience de ce gros impact chez nous. Et puis, on a découvert un deuxième élément important. Il y en a d'autres, mais j'ai choisi de faire des zooms. C'est que notre carte électronique a un impact fort dans l'image globale du produit. Sur un critère, elle est en première position. Sur un autre critère, elle est à nouveau en première position. Sur un autre critère, elle est en troisième position, etc. Donc, on peut avoir des choses qui sont... On ne pensait pas que la carte électronique aurait un impact si fort. Ça n'a pas du tout surpris Cécile, mais nous, oui. Donc, je continue. Et enfin, par phase du cycle de vie, comme Cécile l'a détaillé tout à l'heure, entre l'extraction des matières, la fabrication, l'utilisation, la fin de vie, les transports, nous, clairement, ce sont les matières premières, donc tout ce qui est extraction de matières premières, qui ont un impact plus fort dans notre produit que les différentes chaînes de fabrication. Alors, la fabrication chez Noval, je vous l'ai dit, c'est seulement l'assemblage final. Donc, nous, on est finalement en termes d'impact tout petit sur site. Mais par contre, évidemment, dans notre chaîne amont, notre filière qui va finalement depuis l'extraction dans la mine, ensuite l'industrie lourde, je dirais de fabrication d'acier, de fabrication d'aluminium, de fabrication d'inox, de fabrication de plastique. Et puis après, l'industrie, je dirais, intermédiaire, qui sont plutôt nos rangs 1, qui vont transformer la matière pour réaliser les pièces sur la base de nos plans. C'est cette chaîne de fabrication amont, en fait, qui a de l'impact à travers les matières premières en pôle 1 et en deuxième rang, la fabrication. Voilà. Je continue. Qu'est-ce que l'on a fait des résultats de cette éco-conception? C'est-à-dire quelles sont les actions
que l'on a pris. Dans la phase, il faut faire des compromis, mais il faut prendre des décisions qui sont quand même en faveur de moins d'impact. Eh bien, là, je vais parler directement du produit. Hein. Vous avez des petites vues. Là, j'ai choisi de parler du carter. Le carter, c'est en fait le boîtier qui encapsule toute la partie électronique et début de la transmission, moteur, bielle, etc. Qui va encapsuler pour pas que ça soit atteint par l'utilisateur et pour le protéger des intempéries, etc. Hein. Donc ce carter protège tout notre pilotage de volet et il est inséré dans le volet, en fait. Donc ce carter, avant, il était en aluminium, en partie recyclé, mais on n'avait pas d'informations claires sur la quantité de recyclé incorporé dedans, on n'avait pas de garantie. Et grâce à l'analyse environnementale, à fonction égale, hein, de protection bien sûr, à durée de vie égale, qu'on avait chiffré à 10 ans, on a découvert que l'impact du plastique était plus faible. Certains seront peut-être pas surpris, d'autres peut-être plus. Nous, on l'a été parce qu'on, je vous dis, on démarrait, on n'avait pas de notion. On entend partout le plastique, c'est pas cool, faut pas en mettre. Bon, il y a des idées reçues comme ça. Donc le plastique à usage unique, bien sûr, ça colle pas, mais c'est pas du tout la fonction de notre produit. L'avantage du plastique ici, c'est que bon, il tenait la durée de vie, il tenait la résistance. En termes de fonction d'étanchéité, c'était OK aussi. La masse était beaucoup plus faible et l'impact du matériau lui-même était plus faible, d'autant plus que la masse était faible. Donc on avait finalement 4 critères qui étaient meilleurs sur les 5 critères évalués. Donc ça a permis quand même de dégager un compromis assez net en faveur du boîtier plastique. Je ne vous cache pas qu'en plus, il était moins cher. Donc là aussi, ça fait partie des compromis, puisque dans l'éco-conception, on ne parle pas que d'impact. On visualise l'impact, mais après, les choix sont bien sûr des compromis aussi avec la partie économique insérée dedans, et les réalités du marché, les réalités du client, etc. Ça, c'est très important à comprendre. Hein. Donc après, on a donc un carter plastique en ABS recyclé, sachant qu'on a du coup été chercher un fournisseur d'injection régional, hein, en Occitanie, avec lequel on avait déjà travaillé il y a longtemps, mais finalement qui ne faisait pas partie vraiment de notre pool fournisseur. Et ça nous a permis aussi d'ouvrir le débat sur quel fournisseur peut nous aider là-dessus, quel fournisseur maîtrise vraiment bien la partie recyclée, peut nous apporter des garanties. Tant qu'à faire, il est local, c'est super. Et donc peut-être c'est un peu plus cher qu'un plastique ABS non recyclé qui viendrait de Chine, mais au global, comme de toute façon nous on a gagné sur le prix par rapport à l'aluminium, c'était tout à fait dans l'image économique du produit, donc c'était OK avec ça. Je vais vous montrer un deuxième résultat positif, c'est qu'en fait, on a beaucoup travaillé sur la réparabilité du produit pour éviter de devoir le mettre à la poubelle d'un coup, en fait, hein, au bout des 10 ans ou plus, et de pouvoir imaginer changer que le moteur ou que la carte électronique ou que le panneau solaire. Oui, j'ai pas dit, on a aussi un panneau solaire sur le volet. Donc, on a beaucoup travaillé la réparabilité. L'objectif, c'est que ce soit réparable in situ, donc c'est-à-dire sur le bâtiment, que notre bloc de motorisation soit démontable avec des outils très simples par un menuisier ou même quelqu'un des services généraux qui viendrait déposer en fait, hein. Et ensuite en atelier, que ce soit chez le client pour une partie ou plutôt chez nous, hein, en usine, chez nous, à l'intérieur, une fois qu'on ouvre le carter, les éléments sont séparables pour des réparations ciblées, ce qui n'était pas forcément le cas au début sur la première conception. Donc on s'efforce de mettre un petit connecteur, soit en plus, mais sur la carte électronique, mais de ne pas souder directement les fils sur la carte. On a revu complètement notre transmission entre le moteur et la partie volet, lame orientable du volet, pour pouvoir faire en sorte que toute la transmission soit démontable aussi et que le moteur soit complètement séparable, ce qui a demandé un petit peu plus d'ingénierie mécanique, etc. Donc on a vraiment revu le concept de réparabilité, ce qui améliore quand même beaucoup l'impact, notamment sur la phase de vie. On sait notamment que la batterie
ne pourra pas forcément tenir pendant 10 ans selon l'usage en fait des différents clients. Ça a été pris en compte dans l'analyse du cycle de vie, puisqu'on a chiffré 2 batteries en fait dans l'analyse du cycle de vie, un de chaque autres éléments de la nomenclature, mais 2 batteries. Voilà pour la réparabilité. Ensuite, le résultat 3 que moi je voulais signaler en tant que responsable RSE, c'est la dynamique transversale, parce que éco-conception, c'est pas une démarche qui se fait qu'avec les concepteurs. C'est pas de l'électronique, c'est pas de la méca chez nous, c'est pas que ça, loin de là. On a travaillé de façon transversale et pluridisciplinaire, puisque dans l'équipe qui a pris les décisions, fait les choix, pris les orientations, il y avait le responsable de business unit qui a un rôle commercial et de pénétration du marché sur le produit. Il y avait les acheteurs industriels parce que bien sûr ils connaissent le tissu industriel local et c'est eux qui doivent aussi aller chercher des nouveaux acteurs lorsqu'on a besoin de nouveautés. Et ils sont friands de co-innovation avec les fournisseurs, etc. Et c'est un sujet qui s'y prête bien. Donc on a vraiment une dynamique transversale sur ce projet. Et les résultats, c'est qu'effectivement, côté client, il y a pas mal de choses qui ont bougé, qui ont échangé sur des sujets où on n'avait pas l'habitude d'échanger, sur finalement quelle est la dotation de départ sur la maintenance, comment on s'organise pour optimiser, essayer de faire revenir les pièces en termes de réparation, quels sont les conseils qu'on donne aux utilisateurs pour le nettoyage des panneaux solaires, pour l'installation. Voilà, donc ça va plus loin que juste concevoir un produit et le livrer. Et côté fournisseur, ça a aussi ouvert des beaux échanges et une ouverture vers des choses qu'on ne connaissait pas. Donc ça nous a fait bouger, ça nous a fait évoluer dans nos habitudes, parce que évidemment on a des habitudes, et évidemment on peut avoir tendance à refaire un peu toujours les mêmes concepts avec toujours les mêmes fournisseurs. Quand on est en zone de confort, eh bien ça nous a sorti de notre zone de confort, et ça c'est chouette. Pas de façon désagréable, je vous rassure, mais de façon à se reposer des questions et à faire évoluer le statu quo. Donc je retiens vraiment la notion de dynamique. Une bonne nouvelle, c'est que on démarre une deuxième analyse d'éco-conception. Donc, on est en train de collecter les données pour que Cécile puisse démarrer l'analyse du cycle de vie. Donc, sur notre station vélo libre, une de nos stations vélo libre-service, dernière née. Donc, on a obtenu un deuxième financement. Voilà, c'est ça, une information clé aussi derrière. Un deuxième financement, alors qui est pas tout à fait le même que le premier, mais qui met en jeu aussi l'ADEME et qui est aussi adressé aux PME et qui est le programme Tremplin PME. Qui sous condition pouvait être cumulable en tout cas sur 2024. Après le programme Oxymore. Alors, je sais que les conditions peuvent changer d'année en année, je ne sais pas de ce qu'il en est pour l'instant. En tout cas, nous, ça nous a suffisamment plu, ce premier dossier, pour qu'on ait envie d'en faire un deuxième. Voilà, ça c'est le message. Et puis, sur un produit qui fait sens aussi, puisque les stations vélo libre-service, ça a quand même un intérêt aussi en termes environnemental. Donc, on joint le côté objectif au côté, le quoi et le comment. Juste dessous, j'ai marqué que le design aujourd'hui est plus avancé que sur notre volet de motorisation de lame. On verra ce qu'il en sort, c'est-à-dire que selon la phase du projet, si on est trop tôt dans le projet et qu'on n'a pas du tout de concept, en fait, on n'est pas vraiment capable de poser sur la table une ébauche de nomenclature. C'est difficile. On doit quand même avoir une ébauche de nomenclature, des hypothèses de matériaux, des hypothèses de poids type, pour pouvoir démarrer une analyse de cycle de vie, parce que les impacts se mesurent sur la base de quelque chose d'existant, même si c'est pas matériel, mais un concept, un concept existant. Donc si c'est trop tôt, on peut pas le faire, si on n'a pas au minimum ce concept. Et puis si c'est trop tard et qu'on a tout figé, validé, etc., mis en service, et que les modifications sont mal vues parce qu'elles sont
trop lourde à requalifier, dangereuse pour le secteur client, j'en sais rien, selon le niveau de validation et de sécurité des concepts que vous devez prouver sur le marché, ça peut être trop tard. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on n'a pas trop cet impact-là parce qu'on n'est pas sur des marchés extrêmement sécuritaires. Donc, on n'a pas le problème du trop tard, on ne l'a pas vraiment. Donc, sur cette station, même si le design est plus avancé, c'est-à-dire qu'on arrive plus tard dans la phase projet que ce qu'on avait fait sur le volet où on était arrivé juste après le concept. C'est pas grave pour nous parce qu'on est tout à fait capable de faire évoluer notre fabrication et nos produits en règle générale évoluent tout le long de leur vie produit. Donc on se sent tout à fait capable de faire évoluer ce produit-là qui est encore très jeune pour les futures ventes. Voilà. Ensuite, la suite, qu'est-ce qu'on veut faire de l'éco-conception? Bon, deux sujets, c'est chouette, mais vous avez vu qu'on a énormément de produits, donc on se pose des questions sur comment jouer ça. Donc, on a eu cette première ACV. En 2025, on va avoir cette deuxième ACV. Et du coup, je résume par ACV, mais bien sûr, éco-conception au sens large, puisqu'on va choisir des actions et les mener. Pour élargir un petit peu, là, ce mois-ci, lundi prochain, nous aurons le résultat de notre premier bilan carbone volontaire, puisqu'on n'a pas la taille légale pour être obligé de faire ce bilan carbone, donc c'est un bilan volontaire. Ça alimente aussi la vision que l'on a de notre impact général. Et qu'est-ce qu'on va sortir de ça? On essaye de sortir quelques leçons transversalisables. On a déjà beaucoup fait évaluer l'état de l'art électronique grâce au premier dossier. On va pouvoir le confirmer, l'entériner avec le deuxième dossier, j'espère. Et donc, on a pu faire des espèces de guidelines, donc de guides pratiques pour le sujet conception électronique, où on est venu former en interne les différents personnels de conception électronique sur les points d'attention et les choses sur lesquelles les conseils absolus, je dirais, notamment de sobriété, sur l'électronique, sauf contrainte d'aller vers telle action, telle action, telle action. Voilà. On a aussi travaillé un petit peu sur les matériaux avec Cécile, avec une matrice utilisable dans certains cas, sur la comparaison de matériaux avec un cadre bien particulier. Voilà. Ensuite, en 2030, qu'est-ce qu'on veut faire en 2030? On n'y est pas encore, ça paraît loin, mais on aimerait bien être avoir un peu plus de réflexe sur l'éco-conception. Quand je dis intégrer, c'est peut-être un vœu pieux, mais en tout cas, avoir un certain niveau d'autonomie et un certain niveau de culture sur l'éco-conception. Là, aujourd'hui, on n'a ni les compétences, ni les logiciels, ni les données. Et ça nous va très bien pour démarrer de s'appuyer sur le pôle éco-conception qui est très compétent sur ce sujet-là. Je ne sais pas si c'est un objectif tenable qu'une PME puisse être complètement autonome sur ce genre de sujet, mais en tout cas, avoir un certain nombre de choses intégrées au minimum sur la culture ou les réflexes nous paraît important. On ne sait pas encore comment, mais ça fait partie du plan. Voilà. C'est super. Ce que je voulais dire en termes de limitation, pour être honnête, on peut dire tout est super, mais il faut quand même regarder un petit peu ce que ça donne sur l'image de nos valos générales. Limiter question, nous, qu'est-ce que ça nous apporte? Des produits moins destructifs, avec moins d'impact, et tant qu'à faire, moins de dépendance aux ressources minérales et métalliques et pétrochimiques qui sont par nature limitées, mais c'est un moindre impact en intensité, produit par produit. C'est pas un moindre impact en absolu, c'est-à-dire que si en parallèle on augmente le chiffre d'affaires en vendant plus de produits, ça ne fait pas du tout moins de dépendance aux produits et moins de destruction globale. Donc il faut quand même avoir conscience de ce que l'on est et de ce que l'on fait.
Du coup, ben, c'est vrai qu'on se pose des questions sur notre modèle d'affaires. Alors, on révolutionne pas la planète et on va pas changer de métier. Mais à la marge, il y a peut-être des inflexions sur justement plus d'économie circulaire, plus de matériaux recyclés, plus de services qui accompagnent, plus de réparations, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, on n'a pas forcément beaucoup poussé le curseur sur ces sujets-là, qui sont des sujets d'actualité et qui, justement, en Occitanie aussi, peuvent être très dynamiques. Donc, il y a moyen de regarder ça et de se dire d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, ouais, quand on regardera dans le rétroviseur, on aura fait un chemin vraiment vers quelque chose de plus vertueux. Merci beaucoup, Voilà. Florence. Très beau témoignage, très inspirant. On a plusieurs questions, donc je voulais proposer qu'on passe peut-être à la partie questions-réponses. Je vais arrêter peut-être le partage, sauf... Ouais, Oui. très bien, comme ça on aura tous les écrans. Alors, ce qu'on voulait faire, peut-être on voit qu'il y a quand même quelques questions déjà à l'écrit. On va répondre, commencer à répondre et regrouper par thème. Il y a pas mal de questions sur des thèmes un peu similaires. Et évidemment, si à l'issue de ça, vous avez aussi des questions à l'oral, n'hésitez pas. Mais déjà pour répondre peut-être à la question autour des outils et des méthodes complémentaires, on est bien d'accord que donc le premier diagnostic, il a été fait dans le cadre d'Oxymore. C'est des diagnostics vraiment de premier pas et il s'intègre vraiment dans une démarche d'éco-conception. Donc, en effet, il y a cette phase d'évaluation environnementale qui est faite, mais ce n'est qu'une partie de l'accompagnement. Ça permet juste de prioriser et de savoir sur quoi aller travailler. Mais derrière, on a enclenché notamment de l'idéation et de la recherche de pistes, du travail aussi de décision. Comment je prends, quel choix je fais, sur quelle action je veux mettre en œuvre pour arriver à finalement les résultats que Florence vous a présentés. Donc ça, c'est pour répondre peut-être à la question de Jérémy. Il y a eu des questions autour des ACV. On est bien sur de l'ACV simplifié parce que du coup, on est dans des diagnostics de premier pas. Donc, on n'a pas le temps et les financements pour pouvoir faire des ACV d'experts. Mais c'est des outils qui sont déjà... c'est déjà un outil très intéressant pour avoir un premier ordre de grandeur et pouvoir déjà prioriser en interne les choix qui ont été faits. On a eu pas mal de questions autour des ACV, Florent, donc c'est pour ça que je me suis permise de prendre la main. Tout à fait. Ouais. Mais peut-être on a des questions plus en lien directement avec vous, notamment une question de Clotilde. Comment vos clients ont-ils accueilli votre démarche d'éco-conception ou les changements dans votre produit liés à cela? Ont-ils facilement accepté ces évolutions? Donc c'est un peu la question de la réticence, de comment est-ce que ça a été pris. Alors Florence, est-ce que vous avez des éléments dessus? Alors, je vais faire une réponse par dossier puisque ce n'est pas les mêmes contextes. Donc, sur le volet lame orientable, en fait, le client est venu nous chercher pour faire ce design. Nous, on avait identifié qu'on voulait démarrer l'éco-conception. On était en phase de chercher sur quel produit c'était pertinent de le faire en premier. On avait visualisé le financement. On se disait, est-ce qu'on veut plutôt prendre ce produit-là? Est-ce qu'on veut plutôt prendre ce produit-là? Et puis, le client est venu nous chercher. Et le client avait un projet qui correspondait à finalement la gestion de l'apport solaire. Donc c'était aussi en phase avec des notions d'environnement et de protection du bâtiment. Tout simplement, le commercial, le responsable de business unit a discuté avec ce client-là en disant, nous, on serait intéressé pour faire de l'éco-conception sur ce produit-là. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? On n'avait pas forcément de données chiffrées à lui proposer pour l'instant, hein, mais en tout cas, lui, il était intéressé. Il était même intéressé pour le faire sur le volet global du coup de son côté aussi. On n'a pas vraiment su s'il avait finalisé. Mais en tout cas, il était sensible à l'argument. Nous, on avait quand même un petit peu de marge de manœuvre aussi sur le fait de pouvoir présenter notre produit comme on le voulait, puisqu'il n'existait pas. Et on n'avait pas la problématique de devoir rentabiliser un investissement d'éco-conception sur les prix des produits, puisqu'on était financé
par l'ADEME et par le programme Oxymore. Donc, on n'avait pas d'enjeu budgétaire particulier à dire au client, c'est un produit qui coûte plus cher parce qu'il est éco-conçu, par exemple. Donc, c'était assez simple à présenter. Finalement, le client, lui, était très intéressé et il n'y avait que du plus pour lui, hein. Et donc, on s'est lancé comme ça. Le seul bémol qu'il aurait pu y avoir, c'est le côté calendrier. C'est-à-dire qu'il faut quand même que le calendrier d'éco-conception, il faut d'abord fournir bien sûr les données, il faut laisser le temps de l'analyse, il faut ensuite récupérer le résultat, il faut faire les ateliers de choix, d'idéation, etc. Donc ce calendrier-là, il fallait qu'il puisse s'insérer dans notre calendrier de conception et avec les dates butées du client qui souhaitait mettre son produit final sur le marché. Il se trouve qu'il avait un petit peu de souplesse, il se trouve que ça collait pas mal, donc super pour ça. Donc on n'a eu aucun obstacle finalement côté client. Voilà, je vous dis, le financement évidemment étant là, côté calendrier c'est passé, et côté avantage, il était très content de pouvoir compter là-dessus. Et puis, on avait vu que sur le Carter, en plus, vous aviez trouvé finalement une solution éco-conçue, mais qui en plus avait un bénéfice au niveau économique aussi. Je me souviens qu'on avait pu voir, parce que souvent, quand on parle d'éco-conception, la plupart du temps, les entreprises nous disent ah, mais ça va me coûter plus cher. Et là, j'ai trouvé que c'était un exemple qui C'est était pas assez, le cas, ouais. Ça n'a pas été le cas pour nous. intéressant. Ça n'a pas été le cas pour nous. Vous voulez parler de la station vélo peut-être, où là on a peut-être une ambition cahier des charges. C'est assez différent en termes puisque la question est orientée clientèle, c'est assez différent puisque la station vélo, c'est vraiment un produit que l'on a conçu pour être multi-client. C'est pas un client qui est venu nous chercher pour dire je veux ça. C'est notre expérience des stations vélo qui ont été vendues un petit peu partout, qui font qu'aujourd'hui on fait une nouvelle génération de stations vélo qui correspond plus aux demandes des différentes collectivités aujourd'hui. Et donc, c'est nous qui souhaitons l'éco-concevoir. Donc, on n'a pas forcément un client qui vient nous chercher. Cela dit, dans les cahiers des charges, en l'occurrence, c'est souvent comme des cahiers des charges publics, puisque ce sont des villes, des villes ou des territoires qui viennent demander ces équipements-là. De plus en plus dans les marchés publics, il y a quand même des clauses sur le côté durable des produits. Et donc, surtout sur le sujet station vélo, parce qu'ils ont bien conscience qu'ils sont regardés aussi par les citoyens de ce côté-là. Donc, il faut que ça fasse sens. Donc, une station vélo qui économise des émissions, mais qui derrière consomme énormément de métaux, ou ne s'est pas posé la question, etc. C'est moins chouette. Donc, il y a la cohérence quand même générale qui est regardée par les donneurs d'ordre publics. Donc, on n'a pas vraiment d'obstacle là-dessus. On est plutôt poussé, en fait, là-dessus, hein. Donc, bien sûr, il faut que ça se retrouve dans l'équilibre économique, mais il faut savoir que pour une station vélo, en fait, d'abord, il y a un exploitant. Les coûts c'est pour la collectivité, c'est un exploitant qui va gérer la totalité du marché, qui lui-même vient en partenariat avec un fournisseur de station, un fournisseur de vélo, un fournisseur souvent logiciel pour gérer l'application générale, hein, tous les usagers, les comptes usagers, etc. Donc, c'est un pool de partenaires qui viennent présenter une solution via l'exploitant à une ville. Et finalement, le coût de l'éco-conception de la station, si jamais on n'avait pas été financé, il aurait été... le coût de l'accompagnement n'aurait pas été si fort dans le pool global. Donc, vraiment, ce n'était pas un obstacle. Et à nouveau, sur ce deuxième dossier, de toute façon, nous sommes accompagnés financièrement, donc le reste à charge est à nouveau minoritaire. Merci beaucoup Florence pour ces éléments. Peut-être pour prendre le relais sur une question, en effet, avec Florence, on essaie de travailler sur, et je pense que c'est le bon moyen de le dire, une matrice entre guillemets de choix des matériaux, c'est-à-dire essayer de caractériser ce qu'on appelle un score unique par matériau pour essayer de commencer à donner des éléments pour que les concepteurs puissent faire des choix. Évidemment, cette matrice, c'est un premier jet. Elle a été faite à partir de l'outil Equalizer, donc on sait que c'est aussi des outils très simplifiés, mais c'est vraiment pour commencer à donner un ordre de grandeur aux concepteurs. Mais évidemment, ces matrices, il faut faire très attention parce qu'elles sont souvent ramenées à 1 kg de produit, mais il faut toujours le ramener finalement à la masse totale pour le même usage. Donc, il ne faut pas oublier la fonction.
Donc les matrices, c'est vraiment entre l'alu, le plastique, je dis n'importe quoi, l'acier, le cuivre, n'importe quoi, hein. J'ai vraiment des éléments. Ça serait de commencer à dire, tiens, pour 1 kilo de matière, lui est plus important que l'autre. Mais bon, c'est des premiers jets pour commencer à avoir des outils. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut qu'on approfondisse et qu'il faut toujours ramener à une fonction parce que on va peut-être pas utiliser 1 kilo d'alu de la même manière que 1 kilo de plastique. Donc voilà, faut pas oublier ces notions de fonction. Attention aux comparaisons qui peuvent être très rapides parfois et même un peu fausses. Donc voilà pour la partie vraiment matrice de choix. Et peut-être une dernière question qui, je pense, Florence, peut être assez intéressante. C'est Mathieu qui la pose sur la partie projet transverse dans l'entreprise. Et du coup, comment vous avez pu mobiliser tous ces profils en interne? Est-ce que vous les avez intégrés depuis le démarrage ou doucement au fil du projet? Et qu'en est-il du COMEX? Donc, je pense que c'est plutôt la notion gouvernance, stratégie. Je pense que ça, c'est des questions qui reviennent souvent. Donc, on veut bien votre témoignage sur ce Alors, à sujet. l'échelle projet, on avait quand même annoncé qu'on allait faire cette éco-conception. Le responsable des achats a été intégré très vite. L'équipe projet a été intégrée évidemment tout de suite. Je te parle les concepteurs mécaniques, électroniques ont été et puis le responsable commercial a été intégré aussi immédiatement. Donc, on ne les a pas intégrés au fur et à mesure. On les a intégrés dès le départ. Hein. Dès le départ, on a dit attention, éco-conception, c'est pas juste le bureau d'études. C'est transversal. Donc, on avait positionné dans les agendas, même si les dates ont bougé, on a positionné dans les agendas les dates de restitution avec les ateliers d'idéation, etc. On avait invité, ils savaient dès le départ que les achats feraient partie du groupe, le commerce ferait partie du groupe, en plus des concepteurs et de moi qui ne leur ai pas lâché la grappe, même si j'étais pas dans les détails. Donc on a fait dès le démarrage, ils savaient que ça allait être un groupe de travail pluridisciplinaire. Voilà, donc il n'y a pas eu de réticence. Hein. Le temps consommé pour ces métiers-là, spécifiques à l'éco-conception, c'est quelques journées qu'on n'a pas l'habitude de faire, justement, de prise de conscience du résultat et de travail sur les idéations. Et après, si je prends l'exemple de l'acheteur, c'est un travail normal d'acheteur d'aller chercher un nouveau fournisseur, de l'évaluer, de voir ce qu'il peut faire en co-innovation avec nous, etc. Donc, on revient sur un métier normal, même si c'est un peu différent de nos habitudes. Ça nous sort de nos habitudes, mais c'est totalement le métier d'acheteur. Donc, il n'y a pas eu de frein par rapport à ça. Et peut-être ça répond aussi à des questions tout à l'heure de est-ce qu'il y a eu d'autres outils? Typiquement, ces genres de diagnostics commencent toujours par un temps d'initiation et de formation à l'éco-conception. Et typiquement, ce temps-là, on en a aussi profité avec Florence pour intégrer des personnes qui n'étaient pas forcément dans le projet pour avoir une équipe un peu plus large pour commencer finalement à mettre tout le monde sur le même niveau de connaissance autour de l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va impliquer? Et donc ça, c'était aussi intéressant dès le début d'intégrer différents métiers même s'ils n'allaient pas forcément derrière être dans les phases ateliers pour ce projet spécifique. Donc on a aussi élargi le spectre avec Florence dans ce but-là. Merci beaucoup Florence. On a essayé de répondre au maximum à vos questions. On va refaire de toute façon, nous, un petit point avec, au niveau des questions-réponses. Si besoin, on revient aussi auprès des personnes qui nous ont demandé des éléments spécifiques. Et pour tout ce qui est de l'ordre des dispositifs ADEME, Oxymore, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des cas spécifiques vous concernant. On sera tout à fait en face pour pouvoir vous répondre en fonction de vos projets, de vos entreprises, de vos structures sur ces sujets. Je pense qu'on a pris Il est 12h06, donc on a presque tenu les temps. Donc je vous propose qu'on clôture. Un grand merci. Ouais, non, mais c'était super. Merci beaucoup, Florence. Très intéressant. Et puis, on vous souhaite une très bonne journée. Un grand merci pour votre participation. Et encore un grand merci à Florence pour votre témoignage et puis pour toute cette Avec énergie. plaisir. Et puis, lancez-vous. Ça vaut le coup. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, Florence.